dans le cadre du cycle de rencontres America proposé par l'Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques à Toulouse, l'IPEAT, la librairie Ombre Blanche accueillait lundi 20 janvier 2025 Hélène Combe, directrice de recherche au CNRS à Sciences Po Paris, spécialiste des mouvements sociaux et des partis politiques, en dialogue avec l'anthropologue et autrice Julie Mété, maîtresse de conférences à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Hélène Combe y présentait son ouvrage intitulé « De la rue à la présidence, foyer contestataire à Mexico » et publié aux éditions du CNRS. On va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Guillaume Godin, je suis historien à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et aussi je dirige un institut de la même université, l'Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques à Toulouse, et qui fête cette année ses 40 ans. Oui, il a été créé en 1985 par un géographe spécialiste de la pampa argentine. Voilà, pour dire qu'il y a une longue histoire américaniste à Toulouse. Et certains le savent peut-être, mais depuis 2-3 ans, on organise des rencontres avec Ombre Blanche, qu'on remercie de nous accueillir, autour de chercheuses, chercheurs qui travaillent sur les Amériques, soit des collègues ici de Toulouse ou des collègues qui viennent de contrées lointaines comme Paris, et comme notre collègue ici, Hélène Combe, qu'on reçoit aujourd'hui, qui est chercheuse en sciences politiques à Sciences Po Paris, donc dans un laboratoire qui s'appelle le CERI, et elle travaille depuis de très nombreuses années sur le Mexique, sur les mouvements sociaux, mouvements syndicaux, sur des questions politiques. Et je ne pense pas me tromper en disant que quand on parle du Mexique dans les médias en France ou dans la culture, ça passe inévitablement par le narcotrafic. Ou alors, en ce moment, on en parle beaucoup et c'est lié à la question des migrations avec les États-Unis. Mais voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une spécialiste qui nous parle d'autre chose qui est méconnue, me semble-t-il, en France. C'est la question du politique, de la vie politique, des engagements politiques. Et Hélène a beaucoup travaillé, on dit par le bas, parfois en sciences sociales, je ne sais pas si elle accepterait ce terme, voilà, les gens du quotidien, vous et moi, au Mexique, et leur engagement, notamment autour d'AMLO, sur lequel on va revenir, je pense. Et pour discuter avec elle, c'est Julie Mété, une collègue anthropologue de mon université aussi, qui travaille sur ces mouvements, elle, en anthropologue dans la région de Oaxaca. Peut-être que vous avez entendu parler d'un mouvement qui est lui aussi, je crois maintenant ancien, on peut le dire, un mouvement de professeurs des écoles dans cette région qui a une forte population autochtone, indigène, et donc elles vont dialoguer autour du travail d'Hélène, qui est paru récemment aux éditions du CNRS, De la rue à la présidence, foyer contestataire à Mexico. Et je crois aussi qu'Hélène va nous toucher 2 mots d'un ouvrage très très utile qui s'appelle Le dictionnaire politique de l'Amérique latine et qui a été écrit à plusieurs mains. Voilà, donc je vous laisse la parole. Il y aura un temps de questions, bien sûr, après vos échanges. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors je vais commencer, je vais présenter l'ouvrage d'Hélène et puis je te poserai quelques questions et on gardera bien évidemment du temps pour échanger tous et toutes ensemble. Donc ton ouvrage qui vient d'être présenté s'ouvre sur le campement contestataire qui s'est tenu à Mexico durant plusieurs semaines en 2006 suite aux élections présidentielles très contestées qui ont permis, à peu de voix près, l'accession au pouvoir de Felipe Calderón à la tête du PAN, Parti Action Nationale, qui est l'affiliation partisane également de son prédécesseur Vicente Fox. En 2018, 12 ans plus tard, le candidat défait de 2006, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, comme tu l'as dit Guillaume à l'instant, accède à la présidence soutenu par son nouveau parti, Morena, Mouvement de Régénération Nationale.
Que s'est-il passé durant ces 12 années? Comment le mouvement a-t-il vécu? Quelle a été l'expérience des militants et des militantes dans leur grande diversité? C'est l'objet de cet ouvrage. Durant ces 12 années, Hélène Combe a enquêté sur le devenir des militants du parti d'Amelot, sur leurs pratiques et leurs aspirations, de manière à retracer des trajectoires singulières au sein d'un mouvement en transformation et plus largement dans le cadre du système politique mexicain qui, durant cette période, a connu d'importants remous. Avec la dite guerre contre le narcotrafic engagée par Felipe Calderón en 2006, qui a contribué à l'explosion des faits de violence. La question des disparus est venue occuper une place importante en matière de mobilisation politique, particulièrement suite à la disparition des 43 étudiants de l'école normale rurale d'Ayotzinapa, dans l'État fédéré du Guerrero, d'ailleurs dans une localité tenue par le PRD, ce parti historique de gauche. Et durant ces années, la gauche mexicaine s'est donc reconfigurée, avec notamment la création du parti Mouvement de Régénération Nationale, Morena, qui a emporté l'élection présidentielle en 2018. Alors cet ouvrage contribue une contribution à la sociologie du militantisme au Mexique et en Amérique latine, mais le livre peut aussi se lire comme une chronique de ces années et de ce qui prépare, de ce qui sous-tend ou de ce qui accompagne à l'occasion de grandes mobilisations et dans l'activité ordinaire des militants et des militantes depuis différents quartiers de la capitale, l'accession à la présidence d'Amelot. Ce livre éclaire aussi d'autres expériences politiques contemporaines de ces années 2010, marquées, on s'en souvient, par des modalités d'occupation de l'espace public comme Occupy Wall Street ou Nuit debout. Et d'ailleurs, et ce n'est pas si courant, une recherche mexicaniste, ancrée dans une sociologie politique française, revendique de s'extraire de sa singularité locale ou provinciale, comme tu l'écris, Hélène, pour poser les jalons d'un dialogue avec la sociologie politique mexicaine, états-unienne et argentine. En fait, argentine surtout, ainsi des recherches ethnographiques de Julieta Quiroz, de Javier Aullero, qui, par exemple, propose des perspectives très stimulantes de ces figures d'intermédiaires politiques sur lesquelles tu travailles, et donc des analyses qui vont à rebours d'analyses plus classiques du clientélisme. Mais cet ouvrage se prête aussi, à mon sens, aux possibles échanges entre sciences politiques et anthropologie. Et c'est un aspect dont nous avons parfois discuté. Je me souviens en 2018 d'une séance du séminaire sur la fabrication du sujet politique que l'on animait avec Manon Capot, Daniel Inda et Alban Bensa. D'ailleurs, le premier chapitre de ton livre débute avec la mention et la discussion des travaux de l'anthropologue états-unien Matthew Gutmann et de son ouvrage El Romance de la Democracia, la romance de la démocratie, paru en 2009, qui traite particulièrement de la capacité d'agir et des processus de subjectivation politique des hommes et des femmes d'un quartier de Mexico. Et on croise également dans ton livre Oscar Lewis et son bel ouvrage Les enfants de Sanchez, autobiographie d'une famille mexicaine, paru au début des années 1960, œuvre magistrale, polyphonique, articulée à une théorisation controversée de la culture des pauvres. Plus largement, on trouve dans ton livre une attention aux pratiques ordinaires, routinières du politique, aux rapports de domination et aux dimensions morales qui les travaillent à l'échelle locale, souvent celle du quartier. À partir de la figure d'Isidro Muñoz, je crois, tu sondes par exemple l'économie morale qui travaille le militantisme politique dans le quartier populaire de Santo Domingo à Mexico. Tu sondes les catégories classificatoires qui en découlent, permettant d'organiser le juste et l'injuste, le bon et le mauvais, le tolérable et l'intolérable. On trouve aussi dans ton ouvrage un intérêt pour les espaces différenciés, concrets, territoriaux, dans lesquels se déploient les processus de politisation au long cours. Et c'est un angle, à mon sens, passionnant que de relier les formes du militantisme à l'histoire sociale et aux singularités de ces quartiers contrastés de Mexico. Dans ton livre, on trouve aussi une démarche qui s'attache à des figures, comme tu l'écris, des figures qui ne sont ni représentatives ni archétypiques,
mais qui permettent cependant de penser par cas, de sonder le sens social et politique des singularités qui sont inscrites dans l'épaisseur des situations et des relations. Et on peut citer ici les figures centrales de ton ouvrage, Señora Flor, Marina, Isidro Muñoz, Señor Santos. D'ailleurs, on notera dans ton travail un attachement tout particulier à la relation d'enquête au long cours, à ces personnes que tu as côtoyées, avec lesquelles tu as régulièrement échangé, ces personnes que tu as parfois accompagnées dans des meetings, dans des marchas, des manifestations, et tu les as accompagnées pour certains et certaines depuis les années 2000. J'aurais aimé d'ailleurs que tu t'attardes plus sur ces situations de terrain, car quand tu relates comment tu croises Isidro Muñoz dans son quartier, qu'il est accompagné du Puma, le caïd local, qu'il te hèle en t'appelant Doctora depuis une voiture aux vitres fumées, l'interaction et son analyse parlent efficacement d'aspects essentiels du rôle de leader territorial de ton interlocuteur. Je relèverai aussi ton intérêt donc tant pour des militants de terrain que pour des figures aussi publiques du mouvement. Et ici, comment ne pas mentionner Claudia Sheinbaum, qui a été élue l'an passé à la suite d'AMLO à la présidence du Mexique. Tu n'hésites pas à ferrailler non plus avec les approches quantitatives et tu lis souvent tes observations de terrain au résultat d'une large enquête par questionnaire à laquelle tu as contribué, qui a été menée à la fin des années 2000, début des années 2010, une enquête qui s'intitule Palapa et qui portait sur la participation dans différents pays américains, dont le Mexique. Tu en tires des données, par exemple, concernant ces figures qui mobilisent les ressources humaines et logistiques nécessaires à la mobilisation, parfois désignées comme des entrepreneurs de mobilisation. Mais j'ai aussi un intérêt personnel pour ton travail que je lis depuis le début de ma thèse, qui portait, comme tu le disais, sur les mobilisations enseignantes à Oaxaca, depuis la publication de ton premier ouvrage sur le PRD, qui s'intitule « Faire partie, trajectoire de gauche au Mexique », paru en 2012 dans la collection Recherche internationale chez Cartala. Et puis il se trouve qu'en mai dernier, moi, j'étais au Mexique, les semaines qui ont précédé l'élection de Claudia, souvent présentée comme l'héritière d'AMLO au sein de Morena. Et il se trouve qu'elle a été ton interlocutrice dans ce minuscule bureau de la faculté d'ingénierie sociale de la UNAM où elle te recevait. J'étais donc d'autant plus curieuse de précisions de première main sur le cheminement politique de cette femme et d'ailleurs de toutes ces autres figures du militantisme de gauche et de terrain à Mexico, entre associations de défense du logement, grands plantones, cantines communautaires et allégeances variables au PRD, puis à Morena. Donc, je ne sais pas si tu veux rebondir sur cette présentation, et sinon je te pose ma première question. Peut-être 2 mots avant de... Oui, le temps que tu attrapes tes questions, juste peut-être dire un mot sur le fait que je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui. Puisqu'en fait, Ombre Blanche a été un endroit qui a été très important pour moi. Donc, j'ai été lycéenne et puis après, j'ai fait l'IEP Toulouse. En fait, Ombre Blanche a été un de mes lieux de formation aux sciences sociales. J'ai eu la chance au lycée d'avoir un enseignant qui me faisait lire de l'anthropologie au lycée Ozen. Il y a une ancienne enseignante ici du lycée Ozen. Et puis ensuite, quand j'étais à Sciences Po Toulouse, c'était dans les années 90, c'était une période un peu particulière où il n'y avait pas eu encore un renouvellement générationnel et on faisait assez peu de sciences sociales. Et du coup, Ombre Blanche était une librairie que je fréquentais énormément et qui a très largement contribué à mon intérêt pour les sciences sociales. Et en particulier, je me souviens qu'il y avait un petit recoin sous l'escalier où il y avait le coin des revues. Et très tôt, j'ai acheté des revues et puis après, j'ai dirigé pendant de longues années une revue universitaire. Et je suis revenue à Ombre Blanche il y a 2 ans. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue et j'ai été très émue parce que j'ai pleinement pris conscience à quel point ce lieu avait été un lieu important pour ma formation. Et plus généralement, Toulouse m'a clairement
orientée vers le cheminement mexicain, puisque j'étais étudiante à l'IEP Toulouse en 95, au moment où les étudiants étaient en grève. Et lors d'une conférence à la Bourse du Travail, quelqu'un a parlé de la rencontre intergalactique contre le néolibéralisme et pour l'humanité organisée par les zapatistes. Et en fait, je me suis inscrite en étant étudiante, militante étudiante, et je me suis retrouvée au Mexique. Et c'est comme ça qu'a commencé toute ma trajectoire de mexicaniste, puisque lors de cette rencontre, que je décris d'ailleurs en introduction de mon premier ouvrage, j'ai côtoyé la grande majorité de ceux qui vont devenir après mes enquêtés pendant la thèse de doctorat. Donc être ici ce soir a une signification assez particulière pour moi. C'est curieux d'ailleurs comment nombre de chercheuses et chercheurs en sciences sociales mexicanistes sont passés par le Chiapas et par des associations de solidarité avec les zapatistes. En tout cas, c'était mon cas aussi. C'est une question générationnelle. Donc je vais reprendre avec quelques questions, mais on gardera bien du temps pour que vous puissiez poser les vôtres. Je vais commencer avec le fait que la question du genre est très présente dans cet ouvrage, et il me semble que ce n'était pas tant le cas dans l'ouvrage précédent. Tu consacres un chapitre à la mobilisation des femmes dans le cadre des brigades d'Adelitas en défense de l'entreprise nationale du pétrole Pemex, que tu analyses comme une visibilisation peu ordinaire du travail politique des femmes de milieux populaires. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à la coordination de femmes de Oaxaca, la COMO, au sein de l'Assemblée populaire des peuples de Oaxaca en 2006 à Oaxaca. Bon, voilà, c'est un premier lien que je peux établir avec ce que j'ai pu observer ailleurs, au Mexique. Et tu soulignes la cohabitation des militantes de quartiers populaires avec celle du groupe d'artistes et intellectuels En Aguas Profundas, qui ne va pas de soi. Tu mets aussi en avant le caractère Adelitas Abuelitas, c'est-à-dire Adelitas grand-mère, des femmes qui se sont engagées. Et je me suis demandé, en lisant ton ouvrage, est-ce qu'il y avait eu des effets notables par la suite de ces grandes mobilisations dans les relations politiques ordinaires entre hommes et femmes au sein du mouvement? Est-ce qu'il y avait eu des effets de féminisation du travail militant, ou alors d'accès de certaines femmes à des responsabilités politiques à tous les niveaux? Et peut-être pourrais-tu revenir d'ailleurs sur ce que tu nommes ce que ton interlocutrice nomme le saut qualitatif que certaines des militantes ont fait ou pas. Et donc c'est la Señora Flor qui parle de cette histoire de saut qualitatif. Ça m'intéresserait que tu reviennes là-dessus. Et j'ai une autre question. Tu évoques des écarts de registre militants entre groupes d'Adelitas, surtout d'ailleurs vis-à-vis de la brigade singulière En Aguas Profundas. Et outre des asymétries de classe entre groupes d'Adelitas, est-ce que tu pourrais revenir sur la manière dont certaines de tes interlocutrices ont été marquées par des rapports de pouvoir travaillés plus par des dimensions raciales au sein des brigades et aussi entre celles-ci? L'ouvrage est sorti au mois de mai, donc c'est le hasard du calendrier, parce que c'est les ouvrages universitaires, ça prend énormément de temps, mais en fait quelques semaines avant l'élection présidentielle, et donc pour la première fois de ma carrière, j'ai été beaucoup sollicitée par les médias, puisqu'en fait on savait que ça allait être une présidente femme, et donc ça a attiré l'attention dans un moment un peu creux en France. Et donc la question qui revenait tout le temps, c'était mais comment c'est possible que dans un pays comme le Mexique, les deux principales candidates soient des femmes et qu'il y ait bientôt une candidate femme. Donc j'ai essayé de répondre assez gentiment aux journalistes, mais autant dire que la question m'irritait un petit peu quand même. Et donc je revenais d'abord sur une histoire plus longue de la féminisation de la vie politique mexicaine depuis les années 90, et qui était pour moi fortement liée au fait
que notamment le parti de gauche né à la fin des années 80 a été très fortement articulé à des mouvements sociaux. Et en fait, j'avais étudié ça dans ma thèse, de comment les femmes étaient essentiellement entrées en politique par des mouvements sociaux. Et donc, cette articulation avait contribué à féminiser la classe politique à gauche. Et il y a eu ensuite un effet d'entraînement dans d'autres partis politiques au Mexique, si bien que déjà à la fin des années 90, on avait des femmes présidentes nationales de partis et avec une progression très forte de la présence de femmes à des postes de députés, d'abord au niveau fédéral et ensuite c'est descendu au niveau local, si bien qu'en 2018, déjà, le Mexique était un des pays au monde avec la plus forte féminisation de son législatif, avec 50% de femmes députées et 50% de femmes sénatrices. Et donc finalement, la victoire de Claudia Sheinbaum n'était pas complètement une surprise si on le resituait dans 30 ans de féminisation de la vie politique. Cependant, je pense que le mouvement des Adelitas que tu mentionnes a eu quand même d'autres effets qui étaient plus internes au sein de la gauche, de rendre beaucoup plus acceptable cette forte féminisation et de faire en sorte que ça s'est passé avec moins de conflits internes et que ça a été massif et que ça a été vraiment massif. Donc j'étais au Mexique pour l'élection présidentielle, qui était aussi une élection pour les députés, mais aussi pour une élection pour les autorités locales à Mexico. Et par exemple, je suis allée dans un meeting dans un des quartiers que j'ai étudié. Et sur l'estrade, il y avait 10 candidats qui en fait étaient 8 candidates et 2 candidats. Et était scandé en permanence le slogan « C'est le temps des femmes ». Et donc vraiment le mouvement des Adelitas, qui a été en grande partie organisé par Claudia Sheinbaum, qui à ce moment-là était assez invisible. D'ailleurs, pour la petite anecdote, début avril, je devais choisir la photo pour la couverture de mon livre. Je me suis dit, bon, là, c'est quand même assez sûr que Claudia Sheinbaum va gagner l'élection. Je vais choisir une photo de Claudia Sheinbaum pendant la mobilisation des Adelitas. J'ai remué ciel et terre, j'ai contacté toutes les agences de presse au Mexique, j'ai pas mal d'amis qui sont photographes, j'ai demandé à des enquêtés qui ont fait beaucoup de photos. Je n'ai pas réussi à trouver une seule photo de Claudia Sheinbaum pendant cette mobilisation parce qu'en fait, elle était invisible à ce moment-là pour les journalistes et pour les médias. Donc bon, j'ai choisi une autre photo, mais il n'en reste pas moins que cette mobilisation qui a vraiment mis en avant le militantisme des femmes, alors qu'en réalité, et c'est ça aussi qui est intéressant quand même quand on est, moi je me considère sociologue, quand on est sociologue, de montrer que en fait ça a complètement invisibilisé aussi le militantisme des hommes. Donc on est à l'envers de ce qu'on voit généralement dans les études de genre, où on invisibilise le travail des militantes. Et là, c'est le travail des militants qui a été invisibilisé. Il y avait aussi des brigades d'hommes qui tenaient le territoire la nuit, à des moments qui étaient un peu plus compliqués d'un point de vue sécuritaire. Et ça a complètement disparu. Mais je pense que ce mouvement, adossé à cette histoire longue de la féminisation de la vie politique, a eu des vrais effets en termes d'acceptation de ces candidatures femmes massives. Donc, par exemple, si je reviens au meeting que j'évoquais, auquel j'étais fin mai, il y avait en fait un des candidats qui était candidat à la députation locale avait dû céder sa place à la mairie, à la candidature de la mairie d'arrondissement, ce qui était quelque chose de plus important d'un point de vue politique, à une femme. Et il y a encore 15 ans, au sein de la gauche, ça aurait donné lieu à des batailles rangées. L'appareil du parti n'aurait pas fait corps derrière la candidate. Voilà. Et là, on sentait que
voilà, il y avait une discipline partisane derrière ce slogan le temps des femmes, donc un changement assez important. Et j'ai oublié ta deuxième question, mais bon, tu vas en avoir plein d'autres, donc c'est pas grave. Oui, peut-être qu'on peut passer à un autre aspect, et notamment sur tes parties pris d'écriture et la manière dont tu mobilises d'autres voix que la tienne. Donc tu accordes dans ton travail une place importante aux propos de tes interlocuteurs, de tes interlocutrices qui sont beaucoup citées. Tu mobilises la méthode du récit de vie. Et d'ailleurs, on aimerait en savoir plus sur leur recueil de ces récits de vie, sur leur place dans la fabrique de ton écriture. Donc on a des entretiens, j'imagine, de plusieurs heures, d'une rencontre sur l'autre, d'une année sur l'autre. Est-ce que tu les as enregistrés ? Ce recueil, est-ce qu'il comprend la consultation des archives personnelles, des photographies, des correspondances ? Est-ce que tu as eu accès à ce genre de matériaux ? Et je me demande aussi quelle place différencier pour ces récits dans ton écriture, notamment entre la première partie qui est contextuelle et la seconde partie qui est plus biographique sur les vies mobilisées. Alors peut-être il faut expliquer un peu comment j'ai pensé l'ouvrage. Donc la première partie de l'ouvrage, en fait, je reviens sur plusieurs épisodes de mobilisation, sur plusieurs mobilisations. Et il y a 8 personnages qui sont plus présents que les autres, qui sont 8 enquêtés que j'ai choisis, 4 hommes, 4 femmes, 4 dirigeants, 4 militants ordinaires. Et en fait, on suit ces militants et ces dirigeants sont présents dans la mobilisation, mais ils en sont pas les protagonistes. Et parmi donc ces 8 personnages, il y a notamment Claudia Sheinbaum, que j'ai donc suivie à partir de 2008, que j'ai rencontrée lors d'échéances régulières. Et dans la deuxième partie, en fait, on bascule dans des récits de vie à l'échelle de quartiers de Mexico. Et donc, il y avait plusieurs objectifs dans cette construction-là. Donc, la première, c'était un peu de montrer comment, à l'échelle d'une ville comme Mexico, il y a des histoires urbaines qui façonnent la manière de militer, et donc des manières de militer qui sont en réalité très contrastées en fonction de ces histoires. Donc c'est des quartiers qui sont très différents. Il y a 2 quartiers du centre-ville, dont un qui est un quartier historique qui a été très touché par le tremblement de terre de 85, un autre qui est un quartier de logement social en marge du centre historique, et 2 quartiers dont 2 quartiers populaires qui sont des quartiers d'invasion, des quartiers qui ont été autoconstruits dans les années 70 suite à des invasions massives. Et je montre comment, en fonction de cette histoire urbaine, mes militants, en fait, c'est des quartiers de mes militants, ceux que j'ai suivis. J'en ai suivi beaucoup plus. Mais en fait, au moment de l'écriture, il y a une sélection qui s'est opérée, à la fois liée à la relation d'enquête que j'ai eue avec eux. Donc, je me souviens que lors d'un précédent dialogue que nous avions eu, tu avais été intéressé. Enfin, je dis à un moment, en fait, on est choisi par ces enquêtés autant qu'on les choisit. Donc, c'est aussi la relation d'enquête qui est entretenue parfois par ces enquêtés, ou c'est aussi parce qu'ils s'imposent à nous dans l'écriture, parce qu'ils vont permettre de nous d'éclairer des questionnements qu'on peut avoir autour de l'histoire politique, sociale de la ville. Et il y avait un autre enjeu, en fait, qui est plus un enjeu de type analytique, lié à la sociologie des mouvements sociaux. En fait, en changeant d'échelle, finalement, je remets en question, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que ce n'est pas très intéressant pour vous, c'est intéressant pour des spécialistes de ces questions-là, mais je remets en question pas mal de présupposés de la sociologie des mobilisations, en montrant que quand on rentre par le quotidien, on voit autre chose. Mais quand même, un élément qui est intéressant, c'est aussi de montrer, ça permet de détricoter aussi
le discours charismatique sur la figure de López Obrador. Bon, déjà dans la première partie, je montre qu'en fait, la question charismatique, c'est surtout du travail extrêmement acharné, très laborieux, très systématique, qui contribue en fait à créer une structure territoriale, mais que souvent les médias s'intéressent surtout à la figure de leader et ne voient pas du tout ce travail de fourmi qui est mené pendant des années et de manière extrêmement incertaine. Je parle des succès, mais je parle aussi des échecs parce que l'originalité de mon travail a été d'être fait en situation. C'est pas en 2018 quand López Obrador a remporté les élections, je me suis dit tiens, je vais me demander comment il a fait pour gagner. En fait, j'ai commencé à le suivre. Je suis partie aussi avec lui à plusieurs reprises et j'ai d'ailleurs à un moment où personne ne s'intéressait à lui et j'ai commencé à le suivre et donc c'est en voyant tous ces tâtonnements, ces échecs organisationnels, ces réussites que petit à petit j'ai retracé toutes ces questions-là. Et donc ça permet donc déjà dans le travail d'organisation de relativiser la question un peu du grand leader, mais quand on descend en plus à l'échelle locale, à l'échelle du quartier, et à l'échelle des militants, on se rend compte que l'adhésion au leader, elle est très très variable dans le temps, que bien souvent on va à des événements politiques pour des raisons qui sont extrêmement hétérogènes, extrêmement variables, qui ont plus de liens avec le quartier qu'avec les grandes questions de politique nationale, et que donc c'est cette question de l'engagement et aussi très liée notamment à ce que Julie évoquait, de l'économie morale et des questions de subsistance et de survie dans les quartiers populaires, et de ces intermédiaires politiques qui jouent un rôle, mais qui ont aussi un rapport complexe à la figure de López Obrador. Certains le suivent. Il y a aussi toute une intrigue dans l'ouvrage pour savoir qui continuera à être avec lui à la fin et comment. Et donc il y a toute cette dimension-là. Et donc dans le rapport à mes enquêtés, en fait, j'ai pas choisi mes enquêtés ordinaires au hasard. Je les ai tirés d'un échantillon de l'enquête quantitative qu'a évoqué Julie. Et puis au fil des ans, en fait, ça s'est affiné en termes, l'échantillon s'est réduit. Donc il y a eu les aléas de la vie. Certains malheureusement sont décédés. Il y a eu aussi les aléas de l'enquête et puis ces choix un peu de quartier. Et donc j'ai choisi des enquêtés avec qui j'ai eu des relations de félicité. On était toujours contents de se retrouver. Alors je les ai vus au moins une fois par an entre 2008 et 2018, et parfois plus. Au début, c'était un entretien. Ensuite, c'est devenu souvent une journée passée ensemble. Alors parfois déambuler dans le quartier. Alors notamment, il y a le Seigneur Santos, qui est un monsieur qui a une épicerie dans le centre historique de Mexico et qui est très 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 bavard. Et donc après 2h30 d'entretien, la deuxième ou troisième fois que je le voyais, j'en pouvais plus. Puis il faisait beau, on était enfermés dans un café, j'en pouvais plus. Je me dis mais j'en peux plus là, il s'arrête jamais. Et alors je lui ai dit mais pourquoi on va pas se promener? Et en fait, on a commencé à prendre l'habitude de déambuler dans son quartier ensemble, donc de croiser des gens, de comprendre quel était le rôle de la famille, comment était perçu. Alors du coup, il m'a raconté les relations avec les voisins, les emplois des enfants. Il m'a raconté en détail comment il avait vécu le tremblement de terre de 85 en voyant sous ses yeux s'effondrer un lycée technique où il y a eu de très nombreux morts, notamment des enfants d'une garderie qui était située au dernier étage et qui n'ont pas pu être sauvés. Donc ça a donné lieu à un recueil qui était différent. Donc ça c'était et alors il était toujours très content quand je l'appelais, il me donnait rendez-vous tout de suite, il me demandait des conseils pour les études de ses enfants. Enfin voilà, il y avait une relation qui s'était nouée, qui était très cordiale, et puis du coup il se tenait très au courant aussi de l'actualité française. Donc il me posait toujours des questions aussi sur l'actualité française.
français, il vivait à côté de 2 journaux, et donc il avait toujours récupéré des journaux. Donc un monsieur qui avait étudié jusqu'au lycée, hein, mais il récupérait toujours des journaux. C'était un gros lecteur de presse. Enfin voilà, il y avait une relation comme ça qui s'était... Et puis la Señora Flor, elle, ça a été une relation très compliquée. Je l'évoque un peu dans l'ouvrage. Hein, donc, et justement, en fait, initialement, c'est pas moi qui avais fait l'entretien avec elle. Hein, dans le panel qu'on avait élaboré avec les collègues, hein, c'était un de mes collègues mexicain qui avait fait l'entretien. Et en lisant l'entretien de mon collègue, on mutualisait les données. Hein, je vois que cette dame parle d'un journal intime de militante. Alors je me dis, waouh, ça c'est une source incroyable. Je retourne la voir et elle est tout de suite un peu sur la défensive. Donc je vois la première fois que c'est pas le bon moment de lui parler de son journal. Donc je pose pas de questions sur le journal. Et puis je reviens régulièrement la voir. Donc c'est une militante d'une association de droit au logement importante à Mexico, hein, dont est issue la nouvelle maire actuelle de Mexico. Et donc c'est cette Señora Flor, hein, qui me parle tout le temps, hein, du saut qualitatif qu'elle n'a pas fait et qui explique qu'elle reste une militante de base, alors que son amie Lucila, d'abord c'est son amie, puis quand les années passent, c'est de moins en moins son amie, est devenue députée locale. Et donc au fil du temps, je comprends qu'en fait Lucila est pas du tout issue du quartier, hein, c'est une figure assez typique de militants de la classe moyenne mexicaine qui ont fait des études en sciences sociales, qui vont dans les quartiers populaires et qui militent dans les quartiers populaires et qui parfois sont plutôt ceux qui après vont avoir les investitures politiques et pas les militantes de base comme la Señora Flor qui a été couturière, qui a commencé à militer parce qu'elle était sans logement, voilà. Et puis un jour où je me promène dans le district électoral de Lucila, je tombe sur une affiche électorale et là je suis assez saisie parce qu'en fait je trouve, hein, que je ressemble énormément à Lucila. La couleur de peau, je suis Lucila qui a fait des études de sciences politiques comme moi et donc je comprends qu'en fait toutes les réticences de la Señora Flor, elle m'a posé des lapins, une fois j'étais enceinte de 6 mois, j'ai attendu 2 heures en plein soleil qu'elle arrive, elle n'arrivait jamais, enfin ça a été une relation assez complexe et je comprends que finalement je représente, hein, je suis très proche des caractéristiques sociales, mais même phénotypiques, hein, de cette militante, hein, qui finalement, d'une certaine manière, l'a trahie, puisqu'elle est arrivée en militantisme 10 ans après elle, et puis c'est elle qui va avoir l'investiture pour être députée. Et donc là, on voit aussi, hein, ça revient de manière assez récurrente dans le travail que j'ai fait avec mes enquêtés. Donc mes enquêtés de milieu populaire sont souvent sont des gens métis. Hein. La question de la blanchité reste une question délicate à évoquer au Mexique pour toute une série de raisons, parfois un peu complexe à objectiver. Cette question se croise beaucoup, hein, avec la question de l'appartenance sociale. Hein. Donc c'est plutôt l'appartenance sociale qui va être mise en avant. Mais ça revient, hein, de manière récurrente, hein, aussi dans la trajectoire de Marina, qui est une petite fonctionnaire qui est issue de l'arrondissement d'Iztapalapa, qui est l'arrondissement le plus pauvre de Mexico, et qui va être, en sortant de l'arrondissement, qu'elle arrive à l'université, confrontée au racisme de ses camarades qu'elle n'avait pas vécu en vivant dans le cadre de l'arrondissement très homogène et populaire d'Iztapalapa. Et donc cette question, hein, de la race et de la classe sont en permanence entremêlées et ont des effets sur la question de la progression, hein, politique de ces militantes. Mais
Je dépasse un peu le cadre de l'ouvrage, oui et non, parce que c'est assez intéressant. En fait, une des caractéristiques quand Claudia Sheinbaum, donc elle a été maire de Mexico avant de devenir présidente de la République, donc en 2018, elle va lancer, enfin en 2019, ça commence, elle lance un programme pilote à l'échelle de Mexico de centres communautaires, un peu du jour au lendemain, sortent de terre 300 centres communautaires à Mexico avec plus de 5000 formateurs. Et l'un de mes enquêtés, Javier, à plusieurs reprises me dit il faut absolument que tu ailles voir ce qui se passe parce que c'est vraiment très très intéressant ce qui se passe. Alors moi je dis oui non mais tu sais maintenant je travaille sur autre chose. Et alors c'est aussi ça, en fait on est rappelé, nos propres enquêtés veillent aussi au fait qu'on continue à travailler sur ce sur quoi on travaillait. Et donc bon, il est très insistant, je lui dis bon ok je vais venir voir tes centres communautaires. Et donc là j'ai pu, donc c'est un travail que je fais actuellement à côté de d'autres choses. Dans ces centres communautaires, c'est un lieu où sont très présentes en particulier des femmes issues de ces mobilisations ou des filles de femmes issues de ces mobilisations qui souvent ont eu accès à l'enseignement supérieur parce qu'on est à Mexico et donc on a il y a un accès inégal mais quand même un accès assez important des milieux populaires à l'enseignement supérieur à Mexico. Qui finalement vont trouver dans ces centres communautaires créés par Claudia Sheinbaum un espace de militantisme institutionnel et ça me paraît important parce que c'est depuis les quartiers populaires pour les quartiers populaires et promu par Claudia Sheinbaum qui a une trajectoire qui est assez différente, qui est une universitaire issue des classes moyennes supérieures, mais qui à travers, et c'est pour moi vraiment clé, cette mobilisation des adélites à ce que j'étudie dans le chapitre 2 de l'ouvrage, c'est vraiment connecté à l'histoire des mobilisations urbaines à Mexico et donc a eu un véritable ancrage populaire qui explique en grande partie, pour moi, sa victoire à la mairie de Mexico en 2018. Et en fait, quand mon enquêté me dit « viens voir ce qui est en train de se passer », il me dit aussi « viens voir » parce qu'en fait, ça pose des bases électorales très importantes pour la précandidature de Claudia Sheinbaum pour le processus interne de désignation. Et d'ailleurs, en avril 2023, je suis allée dans plusieurs centres communautaires avec Claudia Sheinbaum et c'était très très impressionnant parce que déjà dans certains centres il y avait 600 personnes, tout le monde criait Claudia présidente, donc pour moi elle était déjà élue d'une certaine manière à ce moment-là quoi. Merci. Là, une question m'est venue. Je trouve que ces récits de vie, ces enregistrements, je ne sais pas combien d'heures d'enregistrement tu as, ont une valeur vraiment précieuse, mais en tant qu'archive, est-ce que tu envisages ou tu as déjà pensé les déposer quelque part J'imagine qu'il y a certainement des restrictions. Je ne sais pas quel a été ton accord avec tes interlocuteurs et tes interlocutrices, mais il me semble, et tu parles du travail d'Oscar Lewis, de ces récits de vie, qui serait aussi intéressant à un moment d'avoir accès à l'intégralité de ces récits un peu de manière brute et dans leur langue. Alors, en fait, j'ai pas toujours enregistré avec tout le monde. C'était variable en fonction des contextes et des situations. Et bien souvent, j'ai aussi des descriptions de danse où je me suis moi-même enregistrée après. Ça dépend des enquêtés. Par exemple, avec la Señora Flor ou avec Marina, j'ai l'intégralité des enregistrements. Avec le Seigneur Muñoz, donc qui est cet intermédiaire de quartier qui a des liens avec la petite délinquance locale. Là, en fait, j'ai plus passé du temps avec lui, notamment dans sa cantine communautaire, et j'ai moins d'enregistrements et beaucoup de choses qui m'a raconté ont été aussi parfois hors micro. Et avec les dirigeants, deux des dirigeants que je suis sur l'intégralité de la période, j'ai un souvenir très précis, notamment Agustín que je connaissais déjà de mon terrain de thèse. Donc en 2008, il me propose de partir avec lui et le frère de López Obrador dans l'état du Tabasco pour 2 jours
pour suivre des activités politiques dans l'État du Tabasco. Et donc, on est dans la voiture de location dans l'État du Tabasco, qui est un État très particulier. Il y a des fleuves partout. Enfin, il y a le poète mexicain Carlos Pellicer parle de ses eaux plutôt que de ses terres, parce que c'est un endroit de fleuve. Agustine me dit très agacée, mais enfin, tu vas quand même pas enregistrer à chaque fois que on discute. Et donc, ces dirigeants avaient pris l'habitude que je revienne à échéance très régulière. Tous mes enquêtés, c'était un peu un feuilleton. Ils avaient l'habitude de dire on verra ce qui s'est passé la prochaine fois que tu viens. Enfin, et puis ils attendaient, ils disaient tiens, tu viens 15 jours plus tard que d'habitude. Voilà, c'était un peu feuilletonnant comme ça. Et donc, par exemple, avec les dirigeants, c'était compliqué d'enregistrer. Puis quand on passe un jour entier... il y a beaucoup de choses aussi, il y a beaucoup de choses que je raconte, mais il y a aussi beaucoup de choses que je ne raconte pas. Et c'est aussi une des conditions de maintien long sur le terrain. Et que ce soit des dirigeants ou des militants ordinaires, c'est aussi... Alors maintenant, on a beaucoup de codes de déontologie, on doit répondre à ci, à ça. Enfin, c'est aussi dans la gestion. Alors moi, je suis plus à l'ancienne et dans mes cours de méthodologie avec mes étudiants, j'essaye de leur faire prendre de la distance par rapport à ces questions-là, en disant, voilà, en fait, il faut aussi comprendre ce que vos enquêtés ont envie qu'on dise d'eux. Parce que parfois, si on anonymise un dirigeant politique, il est très, très déçu. Il a envie que son nom apparaisse. Parfois, un militant ordinaire aussi. Et donc, il y a tout un travail qui est très, très fin et que permet en fait la relation de très long cours. Le fait de très bien connaître les gens permet de comprendre ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'il faut dire de manière anonymisée, ce qu'il faut dire de manière non anonymisée. Enfin, c'est tout un travail très fin sur le long terme. Bon, je pose une dernière question et ensuite on vous laisse la parole, même si j'ai 1000 autres questions. On aura d'autres occasions de poursuivre l'échange. C'est sur la place et le statut des chroniques que tu mobilises, les chroniques de l'écrivaine Elena Poniatowska, dont les extraits sont régulièrement mêlés dans ton ouvrage aux énoncés de tes interlocuteurs et de tes interlocutrices. Et donc notamment Fuerte es el silencio sur les pratiques d'invasion de terrain ou La nuit de Tlatelolco sur l'histoire orale du massacre d'État qui est paru en 1971, puis traduit en français en 2014 par la maison d'édition toulousaine. Et donc c'est un registre très mexicain que celui de la chronique. J'imagine qu'ils sont bien plus lus que nos travaux, que nos ouvrages. Mais plus avant, je me demandais quel lien tu établissais entre ces chroniques qui sont plus littéraires, cet exercice spécifique dont on a peu d'équivalent en France, le lien qu'ils peuvent avoir avec l'écriture des sciences sociales. Quelles sont pour toi les inspirations mutuelles? En quoi ces types d'écriture se recouvre ou pas. Et ça pose aussi la question de la capacité de ces chroniques qui sont souvent très bien documentées, qui sont nourries d'observations et même d'enquêtes personnelles, à rendre compte elles aussi de la complexité du social, de la politique. Merci. Alors oui, en fait, c'est vraiment un genre littéraire assez dominant, la chronique au Mexique, qui est pratiquée par... alors, Elena Poniatowska, au départ, elle est plutôt journaliste. Elle couvre 68 et le massacre de 68. Et puis, elle va devenir écrivaine. Et puis, bon, elle a eu le prix Cervantes, qui est un des plus grands prix de langue espagnole, donc en 2013. Et donc moi je l'avais lu régulièrement, mais surtout j'ai fait des entretiens aussi avec elle. Et donc elle m'a reçue à plusieurs reprises chez elle. Alors c'est aussi tout un personnage parce qu'elle est très espiègle. C'est une vieille dame qui a maintenant 90 ans. Donc bon, elle avait 80 ans à peu près quand je faisais les entretiens avec elle. Et elle était très moqueuse, notamment elle se moquait beaucoup de López Obrador. Donc c'était assez rafraîchissant.
Et puis en plus, on a établi aussi une relation. Alors elle me dit j'ai une belle fille française, mais elle prête pas du tout attention à ce que je lui demande. Et je lui demande toujours de me ramener des romans français. Elle le fait jamais. Alors j'étais revenue, j'avais une librairie solidaire à côté de chez moi, et donc j'étais revenue avec 15 ouvrages de littérature française des 15 dernières années. Donc elle était vraiment très très contente. Donc là aussi, la relation humaine a joué dans le fait que j'ai eu envie qu'elle soit présente au fil du récit. Je pense que j'avais pas complètement vu au cours de l'écriture comment la chronique m'a aussi influencée dans la manière d'écrire, notamment la première partie de l'ouvrage où c'est des récits de mobilisation, même s'il y a aussi beaucoup d'éléments d'objectivation sociologique, parce que je vais m'intéresser à comment est organisé l'espace, les rapports de classe. Les rapports de classe sont quand même assez centraux dans l'ouvrage, c'est aussi un des objectifs. Il y a eu une sociologie des mouvements sociaux à l'échelle internationale qui s'est de plus en plus spécialisée, perdant de vue un peu les grandes questions de la sociologie. Et donc, je voulais montrer aussi dans l'ouvrage comment s'articuler des rapports de classe, en plus dans une société qui est particulièrement inégalitaire. Mais quand même, ce style de la chronique a été extrêmement présent, je pense, de manière assez inconscient. J'ai régulièrement lu, j'ai lu l'œuvre de Carlos Monsiváis aussi, qui est assez peu traduit en France, parce que c'est très compliqué en fait c'est compliqué à traduire, parce qu'en fait c'est vraiment des récits très ancrés dans des événements politiques ou dans une histoire sociale, et donc ça faut connaître en fait pour que ce soit, alors même si c'est très très bien écrit, pour que ce soit vraiment pleinement intéressant. Donc je pense que finalement cette empreinte de la chronique elle est claire, et d'ailleurs une des premières recensions de l'ouvrage par une collègue que je ne connais pas le mentionne immédiatement. Elle dit ça, elle s'inscrit dans cette tradition de la chronique mexicaine. Mais évidemment, il y a derrière cette volonté aussi d'analyse sociologique. Donc moi, je viens d'une tradition bourdieusienne dont je me suis en partie distanciée pour d'autres apports de courants de la sociologie. Mais par exemple, Elena Poniatowska a écrit un ouvrage sur la mobilisation au Zócalo, et elle passe son temps à gommer les rapports de classe. Et en même temps, elle m'a raconté en off qu'elle avait loué une chambre d'hôtel dans un des hôtels de luxe qui se trouve sur la place du Zócalo. Et en fait, j'ai beaucoup vu ça autour de moi, ces classes moyennes supérieures, qui participent aux événements contestataires, mais parfois depuis les terrasses des hôtels, ou qui, pendant le campement, en fait, logeaient chez eux, alors que les milieux populaires logeaient sous les grands chapiteaux à une période de l'année qui est pas très agréable, parce que c'est la saison des pluies. Donc, même si c'est un été, il fait pas très chaud à Mexico, c'est très humide. Voilà. Et donc la différence quand même, alors ces chroniques elles sont très importantes, elles documentent énormément, mais elles sont, en fait, c'est souvent les écrivains sont assez peu réflexifs sur la place qu'ils occupent dans l'espace social, et donc ça fait aussi écran à la compréhension de certaines choses qui sont en train de se jouer dans les événements politiques. On va passer la parole à la salle, et je vais circuler avec le micro. Alors, pendant que le micro circule, j'en profite pour dire un mot sur le dictionnaire politique de l'Amérique latine, qui est aussi qui est disponible là, qui vient de sortir,
et qui s'inscrit un peu dans la même philosophie que le livre. Hein. Bon, il y a 60 auteurs, on est 4 coordinatrices, mais 60 auteurs. Et l'objectif, c'est de montrer comment l'Amérique latine permet de penser différemment les sciences sociales du politique et comment des terrains latino-américains ou des approches développées en Amérique latine permettre d'éclairer aussi des phénomènes que l'on connaît en Europe de manière différente ou sont à l'origine aussi de certains concepts. Hein. Par exemple, le concept de féminicide a été inventé au Mexique et puis a circulé, ou comment des concepts inventés par exemple, il y a le nécropolitique autour des questions qui a un concept d'Achille Mbembe, un historien camerounais en poste en Afrique du Sud et qui est aujourd'hui très présent dans le contexte mexicain. Et donc, c'est des notices assez courtes qui sont pensées pour un public assez large et qui permettent donc de comprendre une multiplicité de questions de sciences sociales depuis l'Amérique latine, mais pour interroger des configurations qui sont ailleurs qu'en Amérique latine. Bonsoir. Alors, je suis arrivée un petit peu en retard, donc je vais peut-être poser une question à laquelle vous avez déjà répondu. Et j'ai commencé le livre, mais j'en suis qu'au chapitre 2, donc peut-être que vous y répondez aussi dans le livre, mais que je ne l'ai pas fini. J'avais une question par rapport au choix des enquêtés. Parce qu'ils viennent quand même vraiment de milieux populaires. Enfin, vous donnez les salaires, en tout cas, des 4 personnes que l'on suit. Donc, c'est vraiment des salaires, voilà, on va dire, de classe populaire. Je dis ça pour faire large. Pourquoi ce choix et pourquoi est-ce que vous n'avez pas suivi, par exemple, 1 ou 2 personnages, j'appelle ça des personnages, ou des enquêtés de classe moyenne supérieure qui ont quand même énormément soutenu aussi, notamment dans la campagne avant 2006, peut-être moins au fur et à mesure du gouvernement de López Obrador. Donc ça, c'était ma première question. Je ne sais pas si j'en pose une deuxième ou j'attends. Oui. Et après, j'avais une deuxième question sur l'après 2006. Pareil, vous y avez peut-être répondu, mais bon, comme vous avez... donc vous dites que vous suivez ces enquêtés depuis longtemps et puis encore aujourd'hui. Comment est-ce qu'évolue cette mobilisation en temps de gouvernement ? Oui, alors sur la question du choix des enquêtés de milieu populaire, surtout dans la deuxième partie de l'ouvrage, le choix il est à la fois double. Il a été guidé à la fois par mes travaux antérieurs et puis aussi par le fait de répondre un peu différemment à un état des débats dans les sciences sociales sur l'Amérique latine. Alors auparavant, moi j'avais travaillé uniquement sur des dirigeants du Parti de la Révolution démocratique, donc sur des élites partisanes que j'avais suivies aussi pendant les années de ma thèse. Donc j'avais été essentiellement en contact avec des classes moyennes supérieures, pas que, parce que j'avais fait aussi du travail de terrain dans des quartiers populaires, mais en fait j'avais les profils vraiment de dirigeants, je les avais étudiés, puis selon différents angles, et donc il y avait peut-être aussi l'envie de changer un peu la focale et de mettre plus l'accent sur d'autres types de profils. Et notamment, ce qui m'a amené à ce changement de focale, c'est un travail que j'ai réalisé avec un collègue argentin qui s'appelle Gabriel Vomaro, où on a beaucoup travaillé sur la manière dont sont analysées en Amérique latine les pratiques populaires du politique et comment, en fait, le militantisme des milieux populaires est souvent étiqueté comme étant clientéliste. Donc, les milieux populaires sont souvent vus comme étant pas politisés, comme répondant finalement à des formes d'achat, de vote, d'achat de leur militantisme. Il y a tout un vocabulaire autour de ces questions au Mexique, notamment un terme très mexicain qui est l'acarreo,
Donc le fait d'aller à des événements politiques contre paiement, hein, contre une contrepartie. Et donc avec Gabriel Vomaro, on a écrit un ouvrage de synthèse sur la question du clientélisme en Amérique latine qui a été publié dans la collection Repères de la découverte, où on questionnait, en fait, où on avait un rapport ambivalent à la notion en disant, d'un côté, cette littérature-là nous permet d'avoir accès à la manière dont les milieux populaires militent, hein, parce que c'est des travaux qui parlent de clientélisme, qui ont traité du militantisme des milieux populaires. Et il y a assez peu de travaux, surtout du militantisme partisan. Et en même temps, c'est une vision qui est souvent une vision très stigmatisante, qui est une vision qui est porteuse aussi d'une vision d'une vision de classe. Hein. Il y aurait une bonne manière de militer qui est un peu la manière des classes moyennes où la question matérielle ne rentre pas en ligne de compte, ou en tout cas pas de manière moins visible, hein, et qui est souvent pas étudiée. Et puis voilà, le militantisme des milieux populaires, les milieux populaires qui se mobiliseraient quand il y a des programmes sociaux derrière, quand il y a des formes de rétribution. Et donc du coup, en fait, la deuxième partie de l'ouvrage, c'est aussi d'une certaine manière, donc on avait un chapitre à la fin du repère qui est un repère qui est paru en 2016, qui est un chapitre un peu programmatique en disant voilà, comment on peut travailler autrement, appréhender autrement ce qui se joue dans l'engagement politique des milieux populaires en Amérique latine et ce qui se joue dans les rôles d'intermédiation et de comment, en fait, dans les contextes latino-américains, et c'est un des éléments de l'ouvrage aussi, il y a un continuum entre ce qu'on appelle la politique de guichet, hein, c'est-à-dire avoir accès au guichet de l'État, à des services publics ou à des programmes sociaux, et la politique contestataire. Donc comment finalement, aussi bien dans des contextes argentins que mexicains, qui étaient nos cas emblématiques, il y a cette continuité, et dans le vécu des militants ordinaires, il n'y a pas forcément d'opposition, mais ça donne lieu à toutes des logiques de classification et de dénonciation et de réajustement permanent. Donc ça conditionne aussi la manière dont on milite, hein, dans les quartiers populaires. Hein. Donc on fait, mais ce que je montre, c'est que ça dépend aussi des histoires urbaines des quartiers populaires, hein, parce que les dénonciations de clientélisme dépendent aussi des histoires urbaines. Et donc, en fait, le choix, pour revenir à votre question, le choix de me focaliser sur des enquêtés de milieux populaires, renvoyé au fait que j'avais déjà travaillé sur des dirigeants auparavant et que, en plus, je voulais en fait opérationnaliser ce que je proposais, hein, dans cet ouvrage. Donc l'après 2018, alors moi j'ai une vision. Alors déjà il y a eu la pandémie. Donc je suis pas allée au Mexique il y a eu plusieurs étapes. D'abord, quand j'ai terminé ce travail qui finalement a mis du temps à être publié pour différentes raisons, notamment à cause de la pandémie, en fait, j'ai commencé à travailler sur l'Espagne. Donc il y a 2 ans où je suis allée qu'une fois au Mexique, alors que normalement j'y vais entre 2 et 3 fois par an. Et puis il y a eu la pandémie, donc ça n'a pas été possible d'y aller. Donc il y a eu toute une période où j'ai moins suivi ce qui s'est passé localement. Donc il y a des enquêtés que j'ai revus, des enquêtés que j'ai pas revus. Certains ont été vraiment des compagnons de route du gouvernement de López Obrador, mais surtout moi j'ai observé depuis Mexico. Et Mexico, ce que j'ai vu, c'est un peu ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est-à-dire cette institutionnalisation très forte, notamment à travers ce programme que j'ai étudié de centre communautaire qui s'appelle Pilares, de ces années de mobilisation. Donc les militants, ceux qui avaient beaucoup participé notamment aux Adelitas, sont très présents en fait dans le fonctionnement quotidien
de ces centres communautaires. Et ces centres communautaires contribuent aussi à appuyer, donc ils ont joué un rôle très important pour la vaccination, au moment de la vaccination. Alors, leurs équipes se sont reconverties en brigade pour favoriser la vaccination. Donc moi, j'ai suivi ça à distance et j'avais l'impression maintenant, avec le recul, c'est pas, à Mexico, la majorité des gens ont été vaccinés dès mars. Donc il paraissait vraiment à l'avant-garde. Alors bon, il y a eu quand même une mortalité très forte de par les comorbidités de toute une partie de la population, mais et donc ces centres communautaires ont capté une partie de ces militants. Qui ensuite ont été très investis en fait dans le projet, la candidature de Claudia Sheinbaum. Mais en revanche, dans beaucoup d'endroits, ailleurs qu'à Mexico, mais sur lesquels j'ai pas travaillé, il y a eu une phase assez compliquée le Morena. En fait, on est dans un pays où il y a une administration de spoil system. Donc, quand un parti arrive au pouvoir, ça aspire toute une partie des cadres intermédiaires et des cadres nationaux qui obtiennent des postes dans l'administration. Et en fait, les dirigeants de Morena étaient très très inquiets à mi-mandat, malgré la très forte popularité de López Obrador, parce que ils avaient du mal à la structure territoriale qui avait été mise en place et que j'étudie dans l'ouvrage, était finalement assez fragilisée. Et donc il y a eu des efforts très importants pour recréer du maillage territorial. Donc par exemple, un des 8 personnages de l'ouvrage, Agustín, donc qui est vraiment qui est né dans le centre historique de Mexico, dans la Colonia Doctores, qui est un quartier très populaire du centre historique de Mexico, qui a fait toute sa carrière politique à Mexico. Il va être envoyé dans l'État de Puebla en 2021 pour structurer Morena dans l'État de Puebla et arriver à créer comme ça une structure territoriale. Donc on a envoyé comme ça des cadres de Mexico parce que Mexico a historiquement le bastion de Morena et plus largement de la gauche. Mais bon, voilà. Donc il y a eu au niveau, vous l'avez dit, des classes moyennes et des classes moyennes supérieures, notamment dans les professions intellectuelles, donc les milieux universitaires, les milieux de la culture, un fort éloignement vis-à-vis de López Obrador en particulier. La figure de Claudia Sheinbaum est un petit peu différente, mais dans les quartiers populaires, il y a tout ce travail qui a continué à être fait de manière assez différente en fonction des lieux. Pardon, en premier, désolé mon français parce que c'est pas très bon. Puede ser en español, ¿eh? Sí. ¿Se puede seguir en francés? Y hacemos la traducción como quiere. Okay. Excelente, entonces excelente. Bueno, tengo dos preguntas. Quizás sean un poco más como reflexivas. Una, no sé si me pueda dar como su opinión desde, su trabajo, como entiendo que han logrado o intentado entender como el movimiento desde la base. Sin embargo, del otro lado, en la parte de la derecha, me parece que ha habido una total incomprensión de cómo Morena ha logrado crecer y convertirse en lo que es ahora, porque su victoria es casi total en el país. Entonces,
Bon, je traduis déjà. Ah oui, donc, oui. une première question un peu réflexive. Donc, si je comprends bien, son travail part de la base. Et en même temps, la droite a absolument pas compris comment Morena est devenue aussi hégémonique à l'échelle nationale et a réussi à se consolider de cette manière. Cómo es, o sea, la incomprensión de la derecha. Y la otra pregunta, más bien como al futuro del partido, en sentido de que ha aceptado a personajes de a veces los otros partidos de la derecha, al mismo tiempo candidateándolos, haciéndolos candidatos a puestos de todo, ¿no? Nivel local, legislativos, y no tanto a las bases que han acompañado a AMLO y a Claudia desde, pues, no sé, desde el 2000, desde que fue su desafuero. Entonces, ¿usted qué opina de cómo es los partidos? Los dos partidos parecen no ver la situación de nuestro país y de México, y Morena parece tener todo sobre la mesa, incluyendo también a los que antes fueron sus contrincantes. ¿Cuál sería el pronóstico para el partido? Pardon, désolé pour les... Ok, alors pour la traduction de cette partie, donc il y a aussi la question toujours cette question de la perception de la droite et je résume, mais comment aussi en fait Morena a également inclus des gens qui étaient en fait ses opposants auparavant. Sur la première partie, enfin de manière globale, c'est un peu compliqué à résumer très rapidement, mais en fait il y a eu toute une reconfiguration aussi du paysage politique mexicain et notamment depuis la victoire de López Obrador en 2018 et donc le parti dont est issu López Obrador et Claudia Sheinbaum, que j'avais étudié dans ma thèse, le Parti de la Révolution démocratique, a fait alliance dès 2018, en fait, avec le parti de droite et en 2024 aussi avec l'ancien parti hégémonique. Et par exemple, j'ai fait un entretien quand je suis retournée au Mexique au mois d'octobre, j'ai fait un entretien avec la veuve d'un dirigeant de la gauche qui a été assassiné en 88, 4 jours avant l'élection présidentielle de 1988. Et elle me disait, mais si mon mari voyait l'élection de 2014, il se retournerait dans sa tombe. Le fait que son parti ait fait une alliance avec la droite et avec l'ancien parti hégémonique, il y a quand même plus de 600 militants du parti de gauche qui ont été assassinés dans la première moitié des années 90. Enfin, c'est une situation qui est quand même assez singulière, assez compliquée à expliquer, à comprendre. Bon. Donc ça, c'est pour resituer un peu. Alors, pour répondre à la première partie de la question sur cette incompréhension, moi, je dirais que l'incompréhension de ce qui était en train de se passer, elle a été tout au long des années 2000 et des années 2010. Donc, une petite anecdote. Donc, moi, en 2007, je suis partie en tournée avec López Obrador. Bon, ça a été une expérience un peu éprouvante quand même, puisque en fait, j'ai réussi à partir en tournée avec lui. J'étais la première étrangère à partir avec lui. Je pensais être dans sa camionnette. En fait, il m'a mis avec ses gardes du corps. Je me suis retrouvée à sécuriser les meetings avant son arrivée. Donc, j'avais l'impression de perdre la moitié des meetings précédents. Finalement, ça a été génial parce que ça m'a permis de faire plein d'entretiens avec plein de gens avant les meetings. Et puis, finalement, ils ont voulu m'abandonner en race campagne parce qu'ils pensaient que j'étais envoyée par Sarkozy pour espionner López
López Obrador. Bon, bref. Mais suite à ça, donc un peu par hasard, je me retrouve, un ami m'invite à dîner quelques jours après la tournée avec López Obrador. Et il se trouve qu'il y a le président du parti de gauche qui est là, du PRD, à ce dîner. Et à un moment, l'ami qui m'avait invité, un peu pour faire le malin, dit Hélène est partie avec López Obrador en tournée. Donc à ce moment-là, il y avait que 2 médias qui suivaient toujours López Obrador. Et alors, ça a provoqué l'hilarité totale de toute la table en disant mais t'as vraiment rien d'autre à faire, t'es sûre, t'es chercheuse, t'as été recrutée comme chercheuse en France et tu pars en tournée avec López Obrador, mais t'as vraiment rien d'autre à faire. Et donc j'étais un peu piquée au vif et je leur dis mais je crois que vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer. Donc moi j'avais assisté pendant 4 jours à des meetings ou même dans des municipalités au fin fond de la Sierra, il y avait 500 personnes, ou dans des municipalités un peu plus grosses, il y avait jusqu'à 20 000 personnes, où les gens faisaient la queue pour s'enregistrer comme représentants du gouvernement légitime, où je savais qu'ils étaient en train de mettre en place une base de données. On a un moment un peu balbutiant de ces technologies-là, mais qui après a été extrêmement utile parce que ça permettait de faire des appels ciblés. Et donc, ils ont construit un registre, un fichier de militants alternatifs au parti auquel appartenait López Obrador, donc ce fameux PRD. Et donc, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte, enfin voilà, il est en train de se passer quelque chose. Alors bon, ça les a fait encore plus rire. Et 2 ans après, il y a eu une bataille féroce entre le parti et López Obrador pour la propriété de ce registre de militants, savoir qui pouvait garder ce registre. Et en 2012, quand López Obrador a quand même l'investiture du PRD, et là, pour la première fois, on voit dans les médias des journalistes dire « Ah oui, mais quand même, la tournée qu'il a fait pendant 1 an, donc pendant 6 ans, pardon, donc il est passé dans chacune des municipalités mexicaines. Alors à l'échelle française, c'est plutôt le canton, c'est plutôt l'échelon du canton. Mais quand même, en fait, moi j'ai eu énormément de témoignages qui disaient mais en fait même le gouverneur, il est jamais venu dans notre municipalité. Donc ça a été très très marquant pour les gens. Et donc et il a recommencé en 2012. Il a quitté le PRD en 2012 et en 2012 il a recommencé sa tournée. Et en fait, ça apparaissait pas dans les médias. Et il a fait, c'est quelque chose que je décris dans le livre, après tout le travail très méticuleux pour avoir des relais district électoral par district électoral. Dans certaines zones, ça descendait jusqu'à l'échelle du pâté de maison. Alors, López Obrador avait tout un système il suivait sur... en fait, il a utilisé le journal du mouvement qui s'appelle Regeneración, donc il reprend le nom du journal révolutionnaire des frères Flores Magón, pour structurer le mouvement. En fait, le journal servait à diffuser les idées, mais surtout servait à avoir des relais qui allaient distribuer le journal et qui devaient identifier dans leur municipalité, dans leur quartier, dans leur hameau, en fait, des gens proches des idées de López Obrador, et donc faire tout un travail politique pour avoir ce maillage territorial. Et donc tout ce travail-là est passé absolument inaperçu dans les médias, mais aussi dans les travaux de sciences sociales, en partie à cause du cadrage charismatique du mouvement, et de mettre en avant la figure de López Obrador, qui en fait n'est pas du tout une figure charismatique. Je peux vous dire que quand vous êtes parti 4 jours avec lui et que vous avez entendu toujours le même discours, alors pour la petite anecdote, dans ces meetings, je le raconte dans l'ouvrage, mais dans ces meetings, en fait, c'est un moment où il y a une crise agricole. Et donc il parle du paysan mexicain qui gagne moins qu'une vache européenne. Et en fait, au bout de 2 jours, la vache européenne était devenue une vache française, ce qui faisait beaucoup rire ses collaborateurs, qui du coup après, se sont moqués. Mais donc tout ce travail-là a été absolument invisibilisé.
à la fois par le type d'approche du mouvement, mais aussi par l'absence des médias sur le terrain, qui est aussi lié un peu à la sociologie, à la manière dont on faisait du journalisme dans ces années-là au Mexique. Et donc ça a contribué au fait que les autres partis, déjà au sein de son propre parti, ils ont mis du temps à comprendre que, voilà, je me rappelle qu'il était en train de se passer quelque chose et qu'il était en train de créer depuis le parti une structure parallèle. Je me rappelle qu'une dirigeante m'avait dit ah oui bon il fait sa tournée, tant mieux, ça l'occupe, au moins voilà il nous embête pas, ça l'occupe. Ouais, ça l'occupe, enfin ça a complètement reconfiguré le jeu politique. Et donc ça a joué. L'autre élément par rapport aux partis d'opposition, je pense qu'il y a aussi des difficultés. Il y a eu un vrai travail de politisation des milieux populaires, en tout cas à Mexico. Je ne peux pas parler plus généralement. Et en fait, je pense que ce travail de politisation, de par justement des lectures très instrumentales, des lectures très stigmatisantes en termes de toute manière, ils sont manipulés, ils sont amenés par les dirigeants de quartier, a complètement occulté cette politisation, et que cette politisation est essentielle pour comprendre l'enracinement durable de Morena. Et donc ça, c'est un élément qui explique cette mécompréhension. Sur la question des opposants qui sont rentrés dans les files de Morena. Alors déjà, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir les temporalités d'adhésion des cadres politiques à Morena. Donc jusqu'en 2014, quand Morena est officiellement constitué en tant que parti politique, il y a assez peu de dirigeants nationaux qui participent à Morena. Il y a ceux qui ont été ses ministres du gouvernement légitime, donc Claudia Sheinbaum. Mais en fait, c'est des gens qui sont tous assez marginaux dans l'histoire de l'appareil du Parti de la Révolution démocratique. Claudia Sheinbaum, c'était pas une figure importante, hein. Elle a toujours milité. Il y avait des histoires aussi de couple, hein, mais elle a jamais été. En fait, elle devient ministre de l'environnement en 2000 quand López Obrador remporte la mairie de Mexico sur son expertise technique. Elle vient quand même du mouvement étudiant, elle vient quand même de groupes très politisés au niveau de l'Université nationale, mais voilà. Et donc en 2014, en fait, c'est quelques figures nationales, mais très peu. Pour une raison assez simple, en fait, il y a déjà une classe politique qui est très fortement consolidée, qui vit pour et de la politique, et donc l'exit du Parti de la Révolution démocratique, à ce moment-là, il serait extrêmement coûteux. En 2014, ça va être vraiment un moment de partage des eaux pour deux raisons. Il y a Ayotzinapa, en effet, dans une ville, Iguala, qui est dirigée par un maire du PRD, mais d'un courant qui a toujours été opposé à López Obrador et qui justement n'avait pas d'enracinement populaire et qui donc souvent cooptait des notables locaux. Donc là, le maire en question était censé être un entrepreneur local, mais en fait était lié à un cartel, hein. Et donc en fait, ça va être vraiment une crise très forte pour le PRD. Il y a la figure morale du parti, Cuauhtémoc Cárdenas, qui avait été plusieurs fois candidat à la présidentielle, qui démissionne du parti. Mais c'est assez intéressant parce que moi j'ai collecté à ce moment-là, j'en ai jamais rien fait, mais bon, j'ai collecté les lettres de démission et en fait la majorité des démissions interviennent 4 mois après Ayotzinapa,
tout en invoquant Ayotzinapa, et c'est quand les premières enquêtes électorales à Mexico sortent et qu'on voit que Morena va remporter une partie des mairies d'arrondissement. Et donc après les élections intermédiaires de 2015, là c'est l'hémorragie totale. Hein. Donc il y a une partie des gens du PRD qui rejoignent López Obrador, mais López Obrador assez tôt a conscience qu'il ne gagnera pas seulement avec les bastions historiques de la gauche, et il va faire des alliances au niveau national, notamment dans le nord du pays. Donc, notamment à Monterrey, avec des entrepreneurs de Monterrey, hein, donc avec la figure de Tatiana Cloutier, donc la fille d'un ancien candidat du parti de droite en 88, mais aussi en incorporant en effet des figures hein, parfois assez problématiques et qui contribuent aussi aujourd'hui, qui ont contribué à rendre son gouvernement assez problématique. Hein. Donc on peut penser bon, là on rentre dans des débats d'initiés à Bartlett, mais aussi à l'actuel procureur hein, qui est resté en poste, Gertz Manero, qui avait été en charge de la répression contre le narcotrafic dans les années 70, qui a commis des exactions à ce moment-là, qui est aujourd'hui procureur et qui a mis énormément de bâtons dans les roues à la commission Vérité et qui a fait que toute une partie des archives auxquelles la commission Vérité souhaitait accéder ont disparu au cours de l'enquête de cette commission en 2022-2023. Merci. Bonsoir. Alors j'ai pris le train en route, donc je ne sais pas ce qui a été dit avant. J'espère que ça ne recoupera pas des choses qui ont déjà été énoncées. Mais ma question, elle a trait au bilan politique de López Obrador, qui a été fait un peu par les médias, on va dire quelques médias français. J'ai pas suivi dans la presse hispanophone ces mois derniers, et qui disait qu'en gros, justement, pour rebondir sur la fin de votre réponse précédente, un des bémols, un des échecs, c'était la lutte contre le narcotrafic. Alors, est-ce que vous souscrivez à cette analyse d'une part, et d'autre part, en quoi est-ce que le travail qu'il a accompli durant toutes ces années au ras du sol, en allant vraiment politiser les classes populaires à travers tout le pays, en faisant des tournées, n'a pas permis dans une certaine mesure de réduire le narcotrafic et ses effets? Oui, bon, alors là, on dépasse le cadre de mes recherches, mais pour répondre très rapidement, le narcotrafic est un problème régional, voire mondial. Et il y a un gros problème qui est celui de la porosité de la frontière avec les États-Unis. Et donc, ce qu'on dit assez peu dans les médias français, c'est que la porosité, elle est aussi dans l'autre sens, et que donc les armes américaines rentrent sur le sol mexicain. Et donc, le Mexique a à de multiples reprises demandé aux Américains de contrôler leurs frontières. Donc, ça se résoudra jamais de toute manière à l'échelle d'un gouvernement, à l'échelle donc il y a ce premier point. Après, on peut discuter des stratégies sur le rôle de l'armée, sur la manière dont un certain nombre d'affaires ont été gérées, notamment la double arrestation du fils de El Chapo. Mais il n'en reste pas moins que, c'est d'une certaine manière, on peut critiquer, on peut avoir de longs débats sur le rôle qu'il a donné à l'armée, finalement en remettant en cause, je trouvais plus mes mots, je commence à fatiguer. Il y avait tout un héritage post-révolutionnaire qui avait fait en sorte d'avoir sous contrôle l'armée. Donc ça, il est en train de donner un pouvoir considérable à l'armée. On peut en débattre. Après, sur la question du narcotrafic, c'est vraiment une question régionale. Donc c'est un faux procès d'une certaine manière de ce point de vue-là. Ok, merci. Merci beaucoup à Hélène Combe et à Julie Mété, qui n'est pas là, mais qui est là. Et donc, il y a les livres que j'ai présentés, dont on a beaucoup parlé, qui sont là-bas, près de la caisse.
Et pour les prochaines rencontres de l'IPEAT, elles auront lieu au mois de mars, pendant la fête des Amériques que tout le monde attend dans le monde entier. López Obrador déjà est très impatient, et Claudia aussi. Et on aura 2 rencontres pendant cette fête au mois de mars. Un collègue de sciences sociales qui publie un roman qui s'appelle Karl Marx en Amérique. Voilà, donc ce sera la surprise. Et un collègue archéologue qui travaille sur l'Amazonie. Bonne soirée, merci beaucoup. Il s'agissait d'une rencontre autour de l'ouvrage De la rue à la présidence, foyer contestataire à Mexico, avec son autrice Hélène Combe et Julie Mété, maîtresse de conférence à l'université Toulouse-Jean Jaurès, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 20 janvier 2025 dans le cadre des rencontres proposées par l'Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques à Toulouse, réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre. A little bit